À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Un point sécuritaire d'abord avec des interventions de Tsahal dans le nord au Liban et dans le sud à Gaza. Oui, Boker Tov Ilana, effectivement, Tsahal a frappé hier un terroriste du Hamas qui s'apprêtait à commettre un attentat contre les forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Et dans le nord, l'armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises des positions du Hezbollah, mais également du Hamas au sud du Liban. Effectivement, il y a le Hamas au sud du Liban, en particulier dans la région de Saïda. Plusieurs hangars de munitions du Hezbollah ont été frappés par l'armée israélienne. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que ces hangars se trouvaient au cœur de populations civiles, preuve que le mouvement chiite continue à se servir de cette population comme bouclier humain. Et puis on a appris parallèlement qu'un soldat israélien de la brigade Golani avait été grièvement blessé hier lors d'un accident au cours d'une opération de son unité à l'intérieur de la bande de Gaza. Il a été hospitalisé, sa famille a été prévenue. Le dossier iranien à présent avec un développement intéressant lié au président Poutine. Oui, effectivement, selon certaines sources diplomatiques, le Premier ministre Binyamin Netanyahou aurait demandé au cours des derniers jours à Vladimir Poutine d'informer l'Iran qu'Israël n'avait pas l'intention pour l'instant de l'attaquer. Le message aurait été transmis lors d'une des conversations téléphoniques entre Poutine et Netanyahou au cours des derniers jours donc. Cette information va toutefois à l'encontre des propos tenus hier par le Premier ministre israélien à la tribune de la Knesset. M. Netanyahou a mis en garde le régime iranien contre toute attaque en direction d'Israël. Si vous nous attaquez, les conséquences seront très graves, a déclaré le Premier ministre. Il faut savoir que ces derniers jours, des consultations se sont tenues à propos de la situation instable en Iran. Mais apparemment, donc pour l'instant, Israël n'a pas l'intention d'attaquer le régime iranien. Et on revient à cette intervention du Premier ministre israélien hier à la Knesset. Oui, pendant près d'une heure, M. Netanyahou a pris la parole pour réagir aux critiques de l'opposition qui lui reprochent entre autres la fameuse affaire Qatargate. Mais le Premier ministre a préféré, lui, se focaliser sur la loi d'enrôlement des élèves de Yeshivot en affirmant qu'elle allait être présentée à l'aval du Parlement prochainement. La loi du député Boaz Bismuth renferme l'option de sanctions, mais je suis persuadé, a dit Binyamin Netanyahou, qu'il ne sera pas nécessaire d'imposer ces sanctions car le public orthodoxe respectera les quotas d'enrôlement qui auront été établis. Donc, dixit le Premier ministre Netanyahou. Et alors que l'avenir de la loi sur l'enrôlement des ultra-orthodoxes qui reste incertain, une donnée inattendue a été recensée hier. Oui, en effet, au cours des dernières 48 heures, ce sont très exactement 537 jeunes orthodoxes qui se sont enrôlés dans Tsahal et d'ici la fin de la semaine, 160 élèves orthodoxes supplémentaires devraient se retrouver sous les drapeaux, ce qui représente un record d'enrôlement pour une seule session d'enrôlement de Tsahal. Les jeunes recrues ont choisi de s'enrôler dans leur immense majorité dans la brigade des Asmonéens, qui est une brigade combattante entièrement consacrée donc au public orthodoxe. Et l'un des responsables de cette brigade a remarqué que cette fois-ci, les jeunes recrues étaient souvent accompagnés de leurs parents hier, donc ce qui n'est pas fréquent, il faut l'avouer, dans la communauté orthodoxe. Un sondage interne réalisé par le Likoud peut nous permettre de mesurer les tendances actuelles en perspective des primaires au sein du grand parti de droite. Oui, selon ce sondage interne, Binyamin Netanyahou demeure plus solidement que jamais le maître à bord et son leadership reste incontesté. Tenez-vous bien, 80% des personnes interrogées veulent qu'il demeure le leader du parti. De même, il semble que son successeur, qui soit pour l'instant le plus populaire, pourrait être l'actuel ministre de la Défense Israël Katz. Katz obtiendrait 24% de soutien devant le président de la Knesset Amir Ohana, 20% dans le cas où, bien entendu, Binyamin Netanyahou déciderait de se retirer de la vie politique. Autre bon classement, celui du ministre Nir Barkat qui obtiendrait 13% des suffrages. La première dame du Likoud aujourd'hui est la députée Tali Gottlieb. Enfin, le gouverneur de la Banque d'Israël a décidé de baisser à nouveau les taux d'intérêt directeurs. Oui, le professeur Yaron a annoncé que ce taux passait de 4,25% à 4%, ce qui fait suite à une première baisse semblable en novembre dernier. Cette décision reflète une amélioration constante de la situation économique de l'État d'Israël après 2 années de guerre et elle s'explique en partie par une baisse de l'inflation. Selon les estimations de la Banque d'Israël, la croissance économique pour l'année 2026 devrait se situer autour des 5,2%, ce qui est extrêmement encourageant.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Vous l'avez peut-être remarqué, et nous sommes en plein au début du mois de janvier, mais bien le temps est presque estival, on va dire printanier certainement, puisque les températures sont en hausse, le soleil est au rendez-vous. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dov Maimon, le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Je salue aussi Solal à la technique et aux amis. Bonjour et bonne journée. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Dov, en consultant ne serait-ce que votre page Facebook, on se rend compte que vous êtes extrêmement préoccupé par les enjeux qui se dressent en ce début d'année civile pour l'État d'Israël, mais aussi pour le monde juif en diaspora, par rapport au dernier développement, on va le dire, la résurgence de l'antisémitisme, qui s'est traduit en particulier par l'attentat meurtrier et très traumatisant de Sydney, mais aussi donc bien entendu la volonté, les projets d'Aliyah qui pourraient être ceux du gouvernement israélien. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le point sur vos aspirations et les enjeux que vous souhaitez décrypter en particulier autour de ce dossier. Voilà, nous avons beaucoup d'inquiétudes et il est important justement de faire un peu le clair, prendre de la hauteur, comme d'habitude, essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans tout ce brouhaha, dans tout ce vacarme, essayer de trouver les signaux par rapport au bruit. Alors la première chose qu'on sait, c'est que le massacre de Bondi à Sydney a entraîné une prise de conscience un peu partout dans le monde. Et les gens commencent à se dire ce qui s'est passé à Bondi peut aussi se passer à Montréal, ou à Ottawa, ou à Paris, ou ailleurs. On a eu une autorisation de tuer les Juifs, et le courant et la rhétorique qui est autour de ça fait que en fait les Juifs deviennent presque l'ennemi de l'humanité, et ça donne un droit de tuer. Donc on attend évidemment que les gouvernements prennent en charge et commencent à protéger. On a vu des discours de politiques français vraiment qui le disent. On le voit aux États-Unis. On voit le grand changement, c'est le grand rabbin Reuven Feinstein, le fils du grand Moshe Feinstein, du Igrot Moshe, qui a appelé tout simplement les Juifs à préparer leurs valises et partir en Israël, en disant il est temps, c'est un grand mouvement. Il y avait 1 million de personnes en 1948, aujourd'hui 8 millions de Juifs qui sont en Israël. Ça veut dire que le mouvement divin est quelque part en route. Il est temps de rentrer là-bas. Ça veut dire qu'on sent aussi à New York. On a vu les Juifs syriens de New York qui ont acheté 200 appartements au centre de Jérusalem. Ils sont groupés en groupement d'achat. On voit des initiatives un peu partout. Donc on comprend qu'il est possible qu'il se passe quelque chose qui fait accélérer les choses. Voilà. Alors maintenant, les choses restent au niveau du gouvernement israélien. On a aussi un certain sentiment qu'il y a peut-être une opportunité. Si tout à coup on sait que le million de Russes qui sont venus en Israël ont apporté un miracle à la société israélienne. Donc s'il y avait tout à coup des centaines de milliers de Juifs, c'est pas quelque chose de complètement aberrant. J'en parlais encore hier avec différents responsables israéliens. J'étais hier avec le maire de Jérusalem qui lui aussi souhaiterait bien voir venir des centaines de familles à Jérusalem. Évidemment, Jérusalem est une ville chère et c'est pas tout le monde qui peut y arriver, mais il se passe une volonté de se dire il se passe quelque chose et il faut encourager ça. Alors, donc il y a déjà des tendances. On va parler plus spécifiquement de la France qui nous intéresse bien entendu, mais il y a déjà des tendances. On a vu les résultats de l'Aliyah pour l'année 2025 ont été extrêmement encourageants. En tout cas, on est passé une augmentation de plus de 45%. On a dépassé le seuil des 3000 olim. Est-ce que vous avez le sentiment que la tendance va s'accentuer pour l'année 2026 ? Et la question clé, on va dire, la question à $1 million, c'est de savoir comment on suscite, on va dire, plus d'intérêt pour l'État d'Israël au sein de la communauté juive, par exemple en France, pour passer ces données de 3 000 à 5 000, 8 000, comme cela a été le cas à l'époque, tout de suite après les attentats de 2015.
Tout à fait. Donc ça bouillonne, on n'est pas encore passé un point de basculement, mais on a compris qu'il est possible, avec n'importe quelle chose, on espère que ça se passera dans les bonnes conditions et pas dans des mauvaises, que les gens comprennent que la situation en France est politique et économique et culturelle. Les gens se disent, je vous le dis comme ça, parce que j'ai un étudiant qui s'appelle Yoel Halali, extrêmement brillant, et qui a fait des dizaines et des dizaines d'interviews pour interviewer les gens des études qu'on appelle qualitatives, et peut-être qu'on va faire aussi des sondages et demander aux gens quels sont les blocages, qu'est-ce qui se passe. Et les gens disent, il faut sortir son argent de France quelque part. On dit des choses quand même assez simples, les choses le disent assez crûment. Et les blocages, on les connaît, hein, mais je vais en reparler quand même. La barrière linguistique qui peut être dépassée si on commence à apprendre l'hébreu avant de partir. Et on voit que les gens qui maîtrisent l'hébreu, évidemment, c'est pas seulement la langue, c'est aussi de savoir comment parler avec les Israéliens. C'est aussi, on connaît cette différence de politesse, etc. Donc il faut savoir, les Israéliens sont souvent des fonctionnaires faits en fer trempé d'acier. Et puis, mais quand on switch en leur parlant au niveau humain, et tout à coup ils deviennent très gentils et vous sont accueillants. On a le coût de la vie, c'est pour tous les Israéliens. Même si vous avez annoncé, Daniel, que la situation économique va bien, mais l'écart social doit changer, on doit diminuer le coût de la vie, et c'est possible. Hein, ça, normalement, après chaque guerre, on a des grands plans sociaux qui font que il n'est pas possible que quelqu'un qui a combattu ne peut pas avoir accès à un logement, etc. Donc ce prix du logement, c'est un des points centraux. Cette idée de gens qui veulent essayer de faire des groupements d'achat pour acheter ensemble, pour réussir à diminuer les prix, pour une alia je dirais communautaire. Vous voyez, des gens qui viennent ensemble, un peu comme l'alia de groupe de Shalom Var qu'on connaît bien, mais aussi des initiatives privées qui vont dans ce sens-là, où tout à coup, c'est ça qui va. Parce que un des grands problèmes du olé, de l'immigrant, comme dans le monde entier, c'est la solitude, en particulier pour les personnes qui sont des jeunes retraités. Et là, il faut créer aussi des activités pour ces gens-là. On a aussi cette crainte du déclassement social. Donc, ce qu'a pu voir mon étudiant, c'est qu'il a vu quand même un peu ce qui se passe au niveau de quelles sont les inquiétudes. Évidemment, on a des propositions à faire au gouvernement pour essayer de mettre un frein à tout ça, pour aider les gens. Pour l'instant, c'est encore difficile. Les gens ont du mal à vendre leurs biens immobiliers. Les gens ont du mal, et ça sera évidemment difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il est possible que c'est toujours, on se rappelle, l'immigration est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. Tout peut changer très 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 vite. On espère qu'Israël va mettre aussi en place des moyens, notamment d'accès à la propriété et à des locations à des prix accessibles. C'est ce qu'on voit avec certaines organisations qui commencent à se mobiliser, et les plans du gouvernement pour aider à l'aide locative pour les gens qui vont s'installer dans la périphérie israélienne. Ça va être une très très bonne idée. On va avoir des grosses communautés francophones qui vont aider aussi. C'est un pionnier de venir en Israël. Quand on vient en Israël, on participe à la construction. Ça s'est pas arrêté en 48, la construction du projet. Elle continue encore plus aujourd'hui. Alors justement, elle continue. Mais lorsque vous parlez d'Alia, et c'est un de vos récents postes qui sont peut-être alarmistes en tout cas, c'est-à-dire vous dites que l'Alia n'est ni un rêve ni une fuite, c'est une décision rationnelle prise par des familles socialement intégrées en France face à l'effondrement des garanties éducatives et institutionnelles en Europe. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et vous dites que c'est en fait le résultat d'une enquête poussée que vous avez menée au cours des derniers mois en particulier, ou peut-être même plus, au sein de la communauté juive de France. Expliquez-nous un peu. Voilà, alors j'ai parlé de deux choses. La crainte institutionnelle, je vais le traduire en langage très simple, les gens n'ont pas forcément confiance. Et je vous dis, c'est des témoignages, hein, c'est pas moi qui le pense, c'est pas une opinion, c'est des chiffres. Les gens n'ont pas forcément confiance que la police va pouvoir les protéger, l'État va pouvoir les protéger. On sait que la police ne peut pas protéger tout le monde, elle n'a pas protégé Sarah Halimi, elle peut pas protéger la petite gamine à Courbevoie. On sait que la police, on sait aussi que la France, et ça a été noté par l'ambassadeur américain en France, et aussi dans mes rapports au gouvernement israélien, ne fait pas beaucoup de poursuites pour les gens qui ont fait des actes antisémites. Peu sont poursuivis, et encore moins sont condamnés je vous arrête sur ce point avec des peines lourdes. Je vous arrête sur ce point. Sur ce point, c'est important parce que c'est probablement l'un des changements par rapport à ce qui s'est passé en 2015. En 2015, après les attentats, après Charlie, après l'hypercacher, on avait le sentiment que les autorités françaises faisaient leur maximum pour juguler cette vague d'antisémitisme, pour protéger la communauté juive. Ce sentiment, il s'est effrité ?
Voilà, c'est en tout cas les témoignages que disent les gens. C'est aussi, comme j'ai dit, lié au fait qu'on s'aperçoit qu'au niveau de la poursuite des actes antisémites et des gens qui font des actes antisémites, qui sont vraiment poursuivis et punis, c'est quelque chose qui est un grand changement, bien sûr. Donc c'est le côté... C'est ce qu'on appelle l'institutionnel. Est-ce que l'État est avec nous? C'est ça qui va déterminer la pérennité d'une communauté à travers le monde et à travers l'histoire. Le deuxième point, c'est, quand je dis éducationnel, ça veut dire, est-ce que nos enfants peuvent aller librement dans les grandes universités en France sans s'en sentir exclus, marginalisés, parfois sortis des groupes WhatsApp, etc. On a des dizaines et dizaines de témoignages de jeunes qui souffrent dès qu'on apprend qu'ils sont juifs, alors tout le monde se tourne vers eux, etc. Donc cette souffrance-là, eh ben, ça fait que des gens sont rationnellement... Ils ne sont pas forcément par sionisme messianique, mais par simplement se dire, écoutez, mon avenir, mes petits-enfants ne vivront pas en France, et je vois que je suis pas sûr on va me protéger réellement, et je suis pas sûr, je vois pas comment mes enfants pourraient évoluer en France sans qu'il y ait une marginalisation sociale, sans qu'ils aient besoin de se cacher, sans qu'ils aient besoin de raser les murs. Alors autant qu'ils soient debout, avec le coût que ça coûte pour maintenant me délocaliser vers Israël. Ça, c'est un grand changement. Lorsque vous faites passer... Il s'agit de familles normales, des familles même de milieux aisés, privilégiés, qui commencent à s'intéresser à l'Aliyah et qui se disent, écoutez, il va falloir qu'on se délocalise. Alors, lorsque Dov, vous faites passer ce message en France en particulier, au sein de la communauté ou des responsables de la communauté, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils ils vous disent, Dov, tu es gentil, mais calme-toi, tu mets en péril nos structures communautaires, ou alors ils vont dans votre sens, ils surfent avec vous dans ces conclusions? Alors, il faut faire une différence entre le déclaratif et ce que pensent vraiment les gens. La meilleure chose pour vérifier ce que pensent vraiment les gens, c'est de voir où sont leurs enfants. Et on s'aperçoit que parmi de très nombreux dirigeants communautaires, leurs enfants sont déjà en Israël, sont déjà plus en France, et donc ils savent dire ce que ça veut dire, quoi. Eux-mêmes ont compris que leur avenir n'est plus là-bas, que maintenant au niveau déclaratif, ils sont dans leur rôle. Il est évident qu'ils doivent d'abord défendre la communauté et ceux qui restent. Après, il s'agit maintenant peut-être de penser un nouveau modèle complètement, Daniel. Cette idée où la communauté qui reste va aider les gens qui veulent partir, qui n'ont pas forcément les moyens, puisqu'on sait que ceux qui sont quand même les plus exposés à la violence, pas seulement à la marginalisation sociale, mais même à la violence physique, sont les gens qui vivent dans des quartiers un peu délicats. Et ces gens-là, il faut les aider, il faut peut-être se mobiliser, créer des grands plans d'investissement qu'avaient fait les Juifs d'Afrique du Sud, où on va construire quelque chose comme des HLM privés. Et il faut construire des choses, leur donner à des locations à prix modérés, à des prix accessibles. Et évidemment, on gardera le bien au niveau des gens qui achètent, qui investissent, mais quelque part, on va diminuer un peu le rendement locatif en faisant des subventions à tous ces gens. Et ça, c'est une nouvelle innovation qu'il s'agit maintenant que la société. Et à ce moment-là, où on verra qu'en France, on a levé un fonds d'investissement de 50-60 millions d'euros, c'est pas impossible, on est loin d'être impossible. À ce moment-là, tout à coup, on pourra négocier différemment avec le gouvernement, avec les municipalités qui diront, ah oui, on a en face de nous des gens sérieux, on va devoir pouvoir négocier, proposer des matchings, on va proposer des avantages, peut-être même des exonérations fiscales, etc. Mais il faut quand même venir avec quelque chose qui montre qu'on s'engage et qu'on a envie de se prendre en charge. Ça, c'est très important. C'est ça qui change la culture d'assister, ce qu'on voit souvent chez les Français par rapport à la culture américaine et israélienne, qu'une culture d'initiative privée. Alors, et ça, d'une certaine manière, on peut dire qu'au sein de Kalita, on est actif dans ce domaine, effectivement. Mais alors, je voudrais, pour terminer notre conversation, avoir clairement votre appréciation. L'année 2026, c'est une année, ça risque d'être une année charnière en termes d'Aliyah et de déplacement de la communauté juive, en particulier en France, mais aussi dans les communautés occidentales. Pour l'instant, les chiffres sont extrêmement encourageants. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des dossiers. On va voir un peu les résultats de ce qui va passer aux élections du 21 mars 2026, bien entendu. Et c'est là d'ailleurs que le 22 mars, ça va être aussi l'ouverture de la présidentielle. Donc ça va beaucoup jouer au niveau de la politique interne en France. Mais d'une manière générale, on voit que le mouvement est lancé. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse l'arrêter aujourd'hui. On ne voit pas très bien les changements. Ce qui est le fondamental, c'est les changements démographiques
démographique, les changements économiques et politiques et finalement la résurgence d'antisémitisme. Ces trois courants-là ne sont pas en train d'être amoindris. On ne voit pas quel est le gouvernement, quels sont les pouvoirs en place qui pourraient être capables d'arrêter ces trois choses dans lesquelles qui sont des tendances fortes. Et les Juifs ne sont pas des armes, même si on va bientôt fêter Tou Bishvat. Les Juifs ont des pieds, en général se délocalisent vers les endroits où il y a plus de méritocratie, plus de démocratie, plus de protection des minorités et plus de possibilités de s'épanouir et d'avoir plus d'opportunités économiques et intellectuelles et à tous les niveaux, oui. Donc on a un mouvement, ce sera peut-être l'année charnière, on va peut-être voir tout à coup un grand mouvement, ça sera évidemment une bénédiction pour les Juifs de France, une bénédiction pour Israël, et on est une communauté transnationale, se rappeler qu'on n'est pas, quand on quitte la France, ça ne veut pas dire qu'on a quitté la France dans nos cœurs, on emmène la France avec nous, et la France continue à œuvrer et vivre à travers nous, même si on s'est délocalisé physiquement, et on a de la peine, mais c'est comme ça que ça va apparemment va devoir se passer. Il faut encourager les choses pour que ça se passe dans les bonnes conditions, et dans les meilleures conditions possibles, oui. Eh bien, merci beaucoup, Dr Dov Maimon, chercheur éminent au sein du GPPI, l'Institut pour la politique du peuple, l'ensemble de la politique du peuple juif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir donné ces orientations en ce début d'année civile 2026 pour cette année qui donc pourrait être une année particulièrement déterminante et charnière pour l'Aliyah et également pour l'intégration des communautés juives de diaspora en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dov. À bientôt. La manchette du Israël Hayom de ce matin nous alerte sur un problème stratégique sérieux auquel l'État d'Israël est confronté. Et ce problème, c'est celui du trafic d'armes en provenance d'Iran, des armes qui pénètrent en Israël et en Judée-Samarie en particulier, soit via la très longue frontière entre Israël et la Jordanie, soit via la frontière égyptienne. Ce trafic d'armes ne renforce pas seulement les organisations terroristes palestiniennes, mais également la pègre arabe israélienne. Les forces de sécurité israéliennes ont accru leur vigilance pour lutter contre ce fléau, mais apparemment cela ne suffit pas. Et pour cause, le Israël Hayom nous révèle que chaque mois, ce sont 14 000 armes diverses qui pénètrent en territoire israélien illégalement. Et pour illustrer ce dossier, le journal nous montre une photo de la saisie d'une infime partie de ces armes et de ces munitions. Le dossier iranien est presque omniprésent dans la presse et les médias israéliens ce matin. Le Maariv consacre sa page d'ouverture au développement du mouvement de protestation dans les villes iraniennes. Et le site d'information du Maariv fait état d'un post apparemment envoyé par un compte du Mossad israélien qui appelait les forces de sécurité iraniennes à déserter et à rejoindre les rangs des manifestants. Le Maariv souligne que ce post a été rapidement retiré des réseaux sociaux, mais qu'il a bel et bien été envoyé. Sur le terrain, on fait état de près d'une vingtaine de morts parmi les manifestants. Le Israël Hayom titre ce matin à propos du dossier iranien, Donald Trump ne veut pas négocier de nouvel accord sur le nucléaire. Le journal nous indique en première page que le président américain a décidé de ne pas envisager l'hypothèse de pourparler avec Téhéran et de se focaliser donc sur des pressions militaires mais aussi économiques contre le régime des Mollahs. Le Israël Hayom souligne que c'est Steve Witkoff qui avait proposé de reprendre les pourparlers autour d'un accord sur le nucléaire et sur le contrôle de l'uranium enrichi iranien. Mais Donald Trump s'y est donc opposé, en particulier parce que ce projet d'accord n'inclut pas le dossier des missiles balistiques iraniens. Et également que dans ce dossier, eh bien, les Américains auraient été persuadés apparemment par Binyamin Netanyahou qu'il fallait aussi placer des lignes rouges à ne pas dépasser donc dans le dossier des missiles balistiques iraniens. L'ancien conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat considère qu'il ne faut pas manquer l'opportunité de détruire le régime iranien qui se présente actuellement. Meir Shabbat écrit ce matin dans le Israël Hayom: aujourd'hui, plus que jamais, il est évident que lorsque le régime des ayatollahs aura disparu, on pourra enfin envisager au Moyen-Orient d'autres alliances et d'autres défis, car tant que ce régime existera, il continuera à alimenter le terrorisme international et à aspirer à la destruction de l'État d'Israël. Et l'ultimatum lancé ces derniers jours par le président Trump place le régime de Téhéran dans un difficile dilemme. Et dans son analyse, Shahar Kleinman explique l'hypothèse d'un nouveau round de confrontation entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Kleinman indique qu'un tel cas de figure préoccupe beaucoup certains régimes arabes au Moyen-Orient,
car une telle confrontation aurait d'importantes répercussions, surtout économiques, surtout si Téhéran devait décider de bloquer le commerce dans le golfe Persique via le détroit d'Ormuz et de pousser les Houthis à le faire également. Cependant, précise-t-il, plusieurs pays arabes seraient également heureux d'assister à l'agonie du régime des Mollahs et de cet empire terroriste qui leur a également causé beaucoup de tort. Ce matin, la manchette du Yediot Aharonot est une manchette essentiellement économique. Elle se rapporte à la décision du gouverneur de la Banque d'Israël de réduire légèrement les taux d'intérêt directeurs hier. Une décision qui, selon le Yediot Aharonot, ne devrait pas enrayer la hausse des prix et à laquelle nous devrions assister en 2026 à cette hausse des prix. L'intérêt baisse, mais les prix vont augmenter, titre donc en manchette le Yediot Aharonot qui a choisi de nous montrer les hausses de prix de plusieurs produits de consommation habituels. Ainsi, on découvre que le litre d'huile a déjà augmenté depuis 2023 de plus de 25%, le prix d'un kilo de riz de près de 20% et le prix des olives vertes, tenez-vous bien, de près de 63% en Israël. Et dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini revient sur les déclarations du juge Aharon Barak sur la mort de la démocratie libérale israélienne. Ben-Dror Yemini écrit ce matin dans son éditorial « En d'autres périodes, je me serais dressé contre les propos tenus par le juge Aharon Barak samedi soir sur la place Habima à Tel Aviv. Mais à notre époque, alors que la moindre décision du gouvernement ne profite qu'à une minorité, je considère que la priorité doit être le remplacement de l'actuelle coalition antisioniste » et il écrit en particulier les décisions du gouvernement de verser, dit-il, des milliards de shekels au monde orthodoxe antisioniste ou de promouvoir la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot sont particulièrement néfastes. Et oui, c'est vrai, comme l'a dit Aharon Barak, Netanyahou est devenu le leader suprême et il envoie ses émissaires détruire toute parcelle de biens qui existent dans ce pays. Lorsque nous aurons réglé ce problème, nous aurons alors tout le temps d'exprimer nos critiques envers les élites juridiques, dixit donc Ben-Dror Yemini dans cet éditorial du Yediot Aharonot. Par contre, dans la même page éditoriale du journal, Navé Dromi, elle se penche aussi sur les propos d'Aharon Barak et elle écrit que l'ex-président de la Cour suprême est totalement déconnecté du peuple. Et puis alors que l'on parle d'un durcissement des partis orthodoxes autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, le Yediot Aharonot nous brosse ce matin le portrait d'un rabbi orthodoxe bien entendu, mais aussi hors norme. Il s'agit du rabbi chassidique de Karlin, le Rav Baruch Meir Shochat, qui, contrairement à l'ensemble des grandes figures du monde ultra-orthodoxe, encourage ses disciples à s'enrôler dans Tsahal et ensuite à entrer dans le monde du marché du travail et des affaires en Israël. Autre détail important, le Rav Shochat n'interdit pas les téléphones portables sages, racham, comme on le dit en hébreu, qui utilisent les réseaux d'internet, comme le font de nombreux autres rabbins du monde orthodoxe. Et il affirme qu'en dépit de ces autorisations, eh bien, ses disciples sont bien plus scrupuleux dans leur respect des mitzvot que beaucoup d'autres. Et puis pour terminer cette revue de la presse, les médias israéliens, sachez-le, répercutent l'annonce de la fermeture, même provisoire, du Bet Rabat de Katmandou. Le couple d'émissaires du rabbi de Lubavitch, qui dirige depuis plus de 20 ans ce Bet Rabat, a annoncé qu'il était contraint de le fermer précipitamment après que le propriétaire du bâtiment ait exigé sans préavis le départ donc du Bet Rabat. Selon les émissaires Khani et Cheski Lipschitz, cette décision est l'aboutissement de pressions diverses de la part du propriétaire qui, selon le Rav Lipschitz, ne voudrait pas apparaître comme étant lié d'une manière ou d'une autre aux Juifs ou à la communauté juive. Et il faut savoir que le Bet Rabat de Katmandou est l'un des plus célèbres au monde. Il accueille chaque année des milliers de jeunes Israéliens qui effectuent en particulier des excursions au Népal, en particulier sur la chaîne de l'Himalaya. Et surtout, il a été rendu célèbre par une série télévisée très populaire il y a quelques années qui relatait la vie de l'institution. C'est la fin de cette revue de la presse. Pourquoi l'éducation israélienne intrigue les grandes puissances asiatiques ? À Paris, un congrès international consacré à l'éducation a récemment mis en lumière un modèle israélien singulier, façonné par l'adversité, la culture familiale et l'innovation. Des données portant sur le développement cognitif et émotionnel des enfants israéliens ont suscité un vif intérêt parmi certaines délégations étrangères, notamment venues du Japon et de Chine. Elles mettent en évidence des facteurs rarement réunis dans un même pays qui semblent favoriser des niveaux élevés d'intelligence émotionnelle, de créativité et de capacité d'adaptation. Le modèle éducatif israélien reposerait sur une combinaison atypique, une implication parentale très
très forte, souvent décrite comme une chaleur familiale constante, un apprentissage précoce qui encourage l'expression personnelle, le questionnement et l'initiative. À cela s'ajoute une culture de la remise en cause, la fameuse chutzpah qui renvoie à une audace assumée, une liberté de parole et une capacité à contester l'autorité ou les normes établies. Une approche qui contraste avec des systèmes éducatifs plus normés, où la discipline et la conformité occupent une place centrale. Et tout cela m'a porté vers Janusz Korczak, de son vrai nom Henryk Goldschmidt, médecin et éducateur juif polonais, né en 1878. Pédiatre de formation, il consacre sa vie aux enfants, en particulier aux plus démunis. Il dirige un orphelinat à Varsovie où il met en place une pédagogie révolutionnaire fondée sur le respect, la parole et les droits de l'enfant. Bien avant la Convention internationale des droits de l'enfant, Korczak considère l'enfant comme une personne à part entière qui a droit au respect, à l'erreur et à l'expression. L'autorité éducative doit être fondée sur la confiance, la cohérence et le dialogue. L'éducateur doit observer attentivement l'enfant, comprendre son rythme, ses émotions, ses difficultés. Il n'existe pas l'enfant, mais des enfants, tous différents. Korczak insiste sur le fait que l'adulte a un devoir moral envers l'enfant, ne pas l'écraser par son pouvoir, reconnaître ses erreurs et l'accompagner sans le dominer. Enfin, l'apprentissage se fait dans les actes simples du quotidien, prendre des décisions, résoudre des conflits, vivre ensemble. Autant de recommandations qui semblent avoir été totalement intégrées dans le système éducatif israélien, de plus en plus ausculté par les nations. En 1942, lorsque les nazis décident de déporter les enfants juifs de son orphelinat vers le camp d'extermination de Treblinka, Korczak refuse de les abandonner. Il les accompagne jusqu'au bout et meurt avec eux. Figure majeure de l'éducation et symbole universel de dignité et de responsabilité envers les enfants, Janusz Korczak serait probablement heureux de voir ces petits Israéliens pleins de chutzpah et de génie construire leur pays.